M'entendez-vous? Merci de me recevoir. C'est le fun de parler en français chez moi à Montréal. Je suis venu en bicycle un matin, pouvez-vous croire ça? C'est rare que je peux faire des événements comme ça. Alors, je vais juste parler pendant quelques minutes là, du voyage que j'ai fait il y a quelques années et de quelques conclusions que j'en ai tirées, puis spécifiquement mettre l'accent sur les liens qui sont pour moi évidents entre la médecine sur Terre et la médecine dans l'espace. Et puis, j'espère qu'à la fin, ça va être évident pour vous aussi. On va commencer par un petit vidéo préparé par l'Agence spatiale canadienne qui résume un peu ma mission, comme ça vous clarifie un peu le contexte de la chose. Allons-y pour la vidéo. Le 3 décembre 2018, David Saint-Jacques réalise un rêve. Il s'envole vers la Station spatiale internationale pour un voyage de plus de 6 mois dans l'espace. Alors que les astronautes sont mis en quarantaine avant de partir dans l'espace, le rêve devient de plus en plus concret. Le lancement du 3 décembre est un succès. Le périple de David pour rejoindre la station spatiale et s'y arrimer dure 6 heures. Une fois à bord, c'est un horaire très chargé qui attend les astronautes. Bienvenue à bord de la station spatiale. De la réalisation d'expériences scientifiques à la maintenance de la station spatiale, en passant par l'exercice physique et quotidien. D'ailleurs, quand tu es à Houston en entraînement, tu te rends au centre d'entraînement pour le scaphandre, tu te pointes là le matin à 6 heures, il y a 200 personnes, des techniciens qui sont là pour tout faire, tout arranger, mais quand tu es dans l'espace, c'est toi, là, ces 200 personnes-là, toi et tes collègues. Fait qu'on connaît ça vraiment intimement, cette machine-là. Et surtout, quand j'étais tout seul, tout petit, le satellite indépendant de la Terre, je ne me sentais pas petit. Je me sentais faisant partie de quelque chose d'immense, l'esprit humain. Les êtres humains, je ne les vois pas sur la Terre, là, ils sont trop petits, ils ne vivent pas longtemps, mais il y en a des milliards depuis très longtemps, et c'est la créativité humaine, on dirait que ça n'a pas de limite. Hein, le génie humain est rendu sur Mars. On a des sondes qui sont sorties du système solaire. Et grâce au génie humain, à la collaboration, j'étais dans mon scaphandre, confortable, en train de réparer ma maison. Bien que je sois dans un environnement absolument interdit, là. Ce qu'on ne dit pas dans les événements de PR, c'est à quel point c'est ridiculement dangereux, tout ça. Puis ta vie tient à un O-ring, là. Puis il y en a beaucoup des O-rings. Fait que c'est comme si le petit être humain fragile passe son existence à essayer de se renforcer, de se rendre plus robuste, d'augmenter ses capacités, les vêtements, les outils, les maisons, les villes. Et ça, c'est comme l'exemple extrême. 100% de l'environnement d'un astronaute est artificiel, mais confortable. Même dans la station, c'est comme ça. Tu es dans la station, tu es dans une maison, tu enlèves les panneaux, derrière, tu vois que tu es juste dans la machinerie. C'est comme si tu vis en dedans d'un respirateur aux soins intensifs. Tout est là pour être artificiel. Donc ça a été un bon moment pour moi parce que j'ai vraiment ça m'a donné confiance dans la créativité humaine. Qu'est-ce qu'on fait dans la station? Quand on n'est pas occupé à réparer la toilette, parce que on dirait qu'à chaque semaine, je fais quelque chose en rapport avec ça, on fait beaucoup de recherches scientifiques. À peu près la moitié de notre temps, à peu près, moitié entretien, moitié notre utilisation. Puis on fait de la recherche surtout, évidemment, dans ce qui a rapport au fait qu'on est en microgravité. Puis j'ai une petite vidéo. Avant, j'avais 2 présentations. J'avais une présentation pour les enfants, rigolote, puis une présentation pour les adultes, plus sérieuse. Puis là, une fois, j'ai fait l'erreur de montrer la présentation pour enfants aux adultes. Puis ça a plus pogné que ma présentation pour adultes. La présentation pour adultes, je l'ai jetée depuis longtemps. Alors là, vous avez le droit à la présentation pour enfants. Back. Il y a notamment de la recherche en sciences des matériaux à cause de ça. Parce que la gravité, on ne s'en rend pas compte, on vit avec, là, mais c'est vraiment fort. C'est la plus forte de toutes les forces de la nature. Ça esquive complètement toutes les autres forces. Quand tu l'enlèves, c'est plus facile d'étudier, de faire de la recherche. Mais c'est surtout en santé.
qu'il y a le plus de recherche, parce que notre corps a évolué sur Terre depuis des millions d'années, en présence de la gravité, dans cet environnement-ci, puis c'est le fun d'être dans l'espace, puis flotter, puis voler, mais c'est juste mauvais pour la santé. Et les manières négatives dont ça affecte les astronautes, ça ressemble ou c'est équivalent à plusieurs maladies de tous les jours, sauf que ça se produit très vite chez des individus par ailleurs en parfaite santé, donc on est comme des cobayes parfaits pour la recherche médicale. Puis il y a aussi, fait qu'on fait beaucoup de recherches l'un sur l'autre, chacun son tour, on est chacun les cobayes. Il y a aussi l'aspect des soins de santé. Ça, c'est pour la recherche, pour la connaissance, mais les soins de santé. Les astronautes qui sont dans l'espace loin, bien, ils sont un peu comme quelqu'un qui vit dans un village en région éloignée. Puis là, le lien avec ma job d'avant, moi, je le voyais tous les jours, le lien, là. Le besoin d'amener la santé, amener les soins de santé aux gens, et non pas le contraire. Pas amener les gens aux soins de santé, qui est le vieux modèle. Puis ce n'est pas juste les gens à Pauvre-Nétuc qui sont loin, hein, vous l'avez dit dans l'introduction. Imaginez une personne âgée qui est tellement frêle qu'elle doit être en appartement au centre-ville de Montréal, bien, elle est vraiment isolée, loin des soins. Un militaire en mission, un travailleur dans un endroit difficile. Puis même tout le monde. Pendant la pandémie, on a tous développé un peu un appétit pour des soins de santé plus personnalisés, délocalisés. Il n'y a personne qui s'attendait d'aller à l'hôpital. Bon, bref, la station, c'est comme l'excuse pour développer tout ça. Beaucoup de recherches en médecine, initialement en télémédecine, mais plus que ça. On est rendu à passer à la prochaine coche, à l'autonomie médicale. Puis évidemment, beaucoup de prévention, médecine préventive, parce que si tu veux pouvoir marcher quand tu reviens sur Terre, il faut que tu gardes ça en fonction, tout ça. Fait qu'on fait quasiment 2 heures par jour d'exercice pour rester des êtres humains. Sinon, tu deviens un pur homme de l'espace et tu ne peux pas revenir sur Terre. Je vais dire quelques mots aussi sur l'aspect psychologique. Évidemment, c'est fantastique, regarder la Terre vue de l'espace, puis c'est comme une expérience, des années, c'est ton rêve, c'est merveilleux. Il y a un gros côté vraiment plus. Mais aussi un côté un peu moins. Ça, c'est la coupole de la station spatiale. Je ne sais pas si vous voyez le perchoir d'où on est, là. Il y a des jours où tu te sens vraiment, tu t'ennuies de ta blonde. Hein? Tu te sens loin de ta famille, des gens que tu aimes, tu te sens loin de l'aide. Et c'est que ça renforce l'importance du travail d'équipe, parce que le vol spatial habité, c'est surtout une expérience humaine. Puis des fois, évidemment, ça veut dire aussi gérer les chicanes, ça veut dire aussi gérer les tensions, évidemment, il y en a. Hein? Ça veut dire aussi savoir respecter quand quelqu'un a besoin d'être dans sa bulle versus sentir quand quelqu'un a besoin de compagnie. Et pour permettre ça, quand on est tous ensemble pendant des mois et des mois dans la même boîte. J'ai la chance quand même de pouvoir communiquer avec les gens que j'aime. Ça, c'est une petite belle anecdote parce que j'avais trouvé à bord des bonnes gaufres déshydratées avec du sirop d'érable dans un tube de pâte dentifrice. Puis une fois par semaine, on peut appeler au téléphone quand on veut. Ça, c'est facile. Mais de la vidéo comme ça, un genre de FaceTime, une fois par semaine, on a droit à 1 heure. Fait que on déjeunait, mes enfants aussi, ils mangeaient la même chose au chalet. Et puis comme ça, on a gardé le lien. Ça fonctionne. Voilà, la fin de l'histoire de ma mission. C'est le temps de revenir sur Terre. Ça, c'est l'étoile filante d'un vaisseau spatial qui pénètre dans l'atmosphère. Et là, tu arrives sur Terre et là, c'est rough. Ouais. Tu as besoin d'avoir fait de l'exercice pendant 7 mois parce que revenir à la gravité, c'est vraiment rough. Il faut que tout le monde te porte dans une chaise parce que tu n'as plus le sens de l'équilibre. Ça s'est débranché, ça, le système vestibulaire, parce que ça ne sert plus à rien. Tu t'évanouis parce que ton corps a comme arrêté de biaiser la pression sanguine vers la tête. Là, le sang tombe dans tes jambes. Fait que ça prend des semaines et des semaines de rehab. J'arrivais à Houston, il fallait que mes enfants me tiennent la main pour pas que je tombe. Puis après des semaines et des semaines de réadaptation, ça c'était plus le côté torture, mais le beau côté, c'est pouvoir enfin courir dehors, dans l'air frais, avec le vent, les arbres. J'ai atteint mon objectif personnel, qui était de pouvoir oser marcher avec ma fille sur mes épaules sans avoir peur de l'échapper. Ça, c'est une mission quand tu reviens sur Terre. Mais là, imaginons le futur. J'ai parlé beaucoup de la station, c'est à peu près à 400 km. La station spatiale, c'est comme faire du camping dans notre cour. On teste notre kit. On teste la tente, on teste le brûleur, on teste le sleeping bag. Mais si quelque chose qui ne marche pas, on va se faire une tasse de thé en dedans, c'est correct. Si on se blesse, on retourne en dedans. Ce n'est pas la fin du monde. Un medevac à partir de la station, ça coûte très cher, c'est compliqué, mais c'est plausible.
OK? Puis on peut sans arrêt, chaque mois, on envoie des pièces de rechange, un nouvel équipement, on teste des affaires. C'est vraiment comme faire du camping dans notre cour. Là, on rêve, l'humanité en ce moment, on repart vers la Lune. Hein? Le Canada se joint à un effort de la NASA. Il va y avoir une mini-station, le Gateway, en orbite autour de la Lune. Et Canadarm3, le petit robot là, comme vous voyez qui dépasse, qui va servir à fabriquer tout ça. Il va y avoir une nouvelle série de capsules, les capsules Artemis, qui vont venir amener les astronautes. Ça, c'est comme prendre notre kit de camping et aller sur le mont Saint-Hilaire, passer la nuit. Tu ne reviens pas au milieu de la nuit, mais tu peux revenir le matin. C'est comme plus. Tu as besoin d'aide, tu peux appeler, puis quelqu'un va t'amener quelque chose, peut-être pas retourner. C'est vraiment comme ça. Mais le rêve vraiment. Ah, puis ça, c'est notre contribution canadienne des rovers, en passant, pour pouvoir explorer là, robotiquement sur la Lune. Le vrai rêve fou, là, c'est Mars. Mars, là, ce n'est pas à l'échelle, ce dessin-là. Mars, c'est 1000 fois plus loin que la Lune. Vous avez vu de quoi ça a l'air, Mars, dans le ciel? Petit point rouge. Mais quand tu es sur Mars, la Terre, ça a l'air de ça. Un petit point bleu. On n'est pas prêt à aller sur Mars. Il y a un paquet de choses qu'il faut développer et inventer avant de pouvoir aller sur Mars. D'abord, ils vont arriver là-bas, ce ne sera pas comme moi, là, avec un comité d'accueil. Okay? Il faut qu'ils s'arrangent et qu'ils bâtissent leur base. Fait qu'il y a tout le côté médical, terrible, des défis médicaux terribles. Vraiment, il n'y a pas de point de non-retour. Hein? Ça, c'est comme prendre ton kit de camping, Mars, puis aller sur l'Everest avec. Tu t'arranges. Il faut que tu sois complètement autonome. Fait que point de vue médical, plein de problèmes à résoudre en termes d'autonomie de l'équipage, autonomie complète de l'équipage pour les soins de santé. Après ça, tous les risques dont on a parlé, quand tu arrives, il faut qu'ils soient capables, tu es plus techniquement capable de fonctionner, pas d'orthostatisme, pas de problème vestibulaire. Puis les systèmes de support de la vie, l'eau, l'oxygène, tout ça, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Aussi la nourriture, génération, fait que le recyclage des ressources, de l'eau, de l'air, production de nourriture sur place, on ne va pas partir avec des caisses de bar Mars, là, ça ne marchera pas. Fait que ça, c'est toutes des technologies qui vont nous aider sur Terre. Hein, si vous avez la litanie, médecine, recyclage des ressources, soins de l'eau, soins de l'air, production de nourriture un peu n'importe où, incluant dans le Grand Nord, dans le Sahara s'il faut. Il y a un côté politique aussi à régler, parce que ça va être des missions internationales. Puis dans le contexte actuel, je pensais que je devais faire un commentaire. Vous avez entendu parler de la mission Apollo-Soyouz dans les années 70. Les dernières capsules Apollo rencontrées en orbite, une capsule Soyouz, puis ils se sont donné la main à travers le SAS qui les a joints. Et depuis ce temps-là, il y a de la collaboration internationale dans l'espace. Et il y a des bénéfices scientifiques, mais c'est surtout, dans le fond, des bénéfices politiques, géopolitiques, stratégiques, de stabilisation des relations. C'est comme ça n'arrive pas à arriver par hasard, la Station spatiale internationale. C'est le résultat de décennies de travail diplomatique pour stabiliser les relations sur Terre dans la mouvance de la guerre froide puis de la mondialisation. Donc, en quelque part, en ce moment, ça marche bien dans la station par design. Elle était faite pour ça, en quelque part. C'est comme si enfin elle était utile comme outil de stabilisation. Puis, il y a plein de problèmes techniques à résoudre. Hein? Production d'énergie, sur place. Gestion de l'énergie, sur place. Ça, c'est la magie de l'espace que je trouve qui est un truc formidable pour les investisseurs. Ça ici, c'est l'ordinateur de guidage des capsules Apollo. Dans ce temps-là, dans le temps d'Apollo, les ordinateurs, c'était gros comme la pièce ici, avec des tubes. Tu sais. Puis là, la NASA dit non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, cet ordinateur-là. Nous, ça nous prend un tout petit ordinateur, pas plus gros que ça, intégré, miniaturisé. Et toute la microélectronique moderne, dans le fond, descend de, ça c'est le grand-papa de l'informatique moderne, inventé dans le but un peu peut-être luxueux, futile, certains auront dit, d'aller sur la Lune. Mais c'est ça la magie de l'espace. C'est tellement difficile d'aller dans l'espace. Les exigences sont extrêmes, mais c'est cool. Fait que le monde, ça leur tente d'essayer. Fait que là, ça fait qu'on se creuse la tête un petit peu plus fort pour résoudre des problèmes auxquels on n'aurait peut-être pas fait face. Et là, une fois qu'on l'a fait avec l'excuse de l'espace, là, on est bien content d'avoir tout ça. Puis c'est ça la logique de la recherche spatiale depuis des décennies, depuis que ça existe.
En passant, je vais passer un peu de l'avenir, hein, du commerce. On m'a présenté comme le plus récent astronaute canadien, mais ce n'est pas vrai. Hein. Le plus récent, c'est Mark Patty, le gars en haut à droite, montréalais. Hein. Alors ça, c'est des gens c'est comme un système parallèle qui se développe de recherche dans l'espace. Il y a mis un paquet de recherches scientifiques, certaines du Children ici, d'autres, l'autre, c'est la clinique Mayo, en tout cas, selon d'où ils venaient. Il y a tout un écosystème commercial de l'espace qui se développe et on ne sait pas trop quelle direction ça va prendre, mais c'est une réalité. Et puis le prochain Canadien dans l'espace, ben, c'est peut-être pas quelqu'un de l'agence spatiale. Le gars en bas, Jamil, c'est un pilote de Virgin Galactic, c'est un Canadien. C'est peut-être lui le prochain Canadien à aller dans l'espace. Alors tout cet univers-là est encore à découvrir. Je voulais vous laisser avec un petit vidéo qui a été préparé par des astronautes à bord de la station il y a un petit bout de temps. Ça montre la Terre la nuit. C'est super beau. Vous allez voir les lumières des villes, jaunes, les flashs blancs des orages. Si vous êtes bon en géographie, vous pouvez vous amuser à deviner où est-ce qu'on est. Et puis, on voit aussi les aurores boréales vues de l'espace. C'est vraiment beau. On peut-tu fermer les lumières? Puis, merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Je vous rappelle, c'est sur Slido si vous avez des questions. Donc, j'en ai quand même reçu quelques-unes. Allons-y. Que penses-tu du tourisme spatial? Ben, j'ai répondu pendant la présentation. Tu le répètes? Que ça venait, mais ça disait pas. Oui, OK. Alors, j'en pense du bien. J'en pense du bien pour deux raisons, en gros. D'abord, chaque vol spatial est un prototype. Hein? Chacun, même si ça a l'air d'être canné, là, c'est un prototype. Donc, les gens qui investissent leur argent personnel pour un vol spatial, mais ils investissent en R&D pour améliorer notre technologie spatiale et améliorer. Donc, c'est un peu un investissement personnel qu'ils font, je pense, dans la technologie de cette nouvelle avancée humaine. Deuxièmement, moi, je suis dans l'espace, j'ai vu la Terre, ça a changé ma vie. J'essaie d'en parler, mais je ne suis pas par ailleurs quelqu'un avec beaucoup d'influence dans le monde. Un milliardaire, typiquement, c'est quelqu'un qui a de l'influence dans le monde.
Et que ces gens-là, influents, puissent voir la Terre de l'espace, moi, je trouve que c'est bien. Parce que tu reviens, j'en parlais avec Mark Party l'autre fois, et lui aussi, il est éberlué par cette perspective-là. Et quand tu es quelqu'un dont les décisions influencent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'employés peut-être, je pense que c'est important. D'ailleurs, moi, si j'avais un souhait, ce serait qu'un jour, genre, un sommet du G20 ait lieu en orbite, là. Je pense que ça changerait pas mal la perspective. Ouais. Fait que j'en pense globalement du bien. Deux, notre opinion n'est pas importante, ça arrive. Ça arrive. Mais le challenge, c'est un problème de régulation, je pense. Ça va prendre une législation qui a de l'allure pour pas que ce soit le Far West. Là. OK. Et est-ce qu'il y a des outils ou des technologies que vous utilisez qui pourraient être utilisées maintenant pour aider les soins dans les régions éloignées? Puis qu'est-ce qui fait que c'est long ou que ça bloque? Alors en fait, c'est un ascenseur qui marche dans les deux sens. Puis je dirais qu'en termes de soins de santé, on amène surtout dans l'espace le mieux de ce qui se fait sur Terre. Il y a des choses qui descendent dans l'autre sens, mais c'est surtout la logique des besoins extrêmes de l'espace. C'est ça qui drive la recherche sur Terre. Et on n'amènerait pas dans l'espace quelque chose qui n'a pas été testé cliniquement de toute façon. Fait que, un exemple, par exemple, pour illustrer l'ascenseur qui descend, à bord, on n'a pas de rayon X. C'est trop lourd, trop compliqué, trop dangereux. On n'a pas de résonance magnétique, on n'a rien de tout ça. La seule méthode d'imagerie qu'on a, c'est une échographie, machine échographie. Ça, c'est safe, c'est petit, ça marche. Puis au fil des années, on essaie toujours d'avoir la meilleure qui existe. Puis nos ingénieurs à la NASA, ils essaient toujours de trouver, pousser la limite, l'améliorer avec les compagnies, qu'est-ce qu'on peut faire. Notamment, il y a un problème médical particulier, le pneumothorax. Ça, c'est quand tu as un trou dans ton poumon, il se dégonfle, puis là, tu ne peux plus respirer, puis c'est dangereux. Ça arrive, mettons que tu as un accident d'auto, un trop gros coup. Bon. Nous, pour les astronautes, c'est un problème, mais quand même, ça pourrait arriver à cause qu'on joue beaucoup avec les pressions. Tu pars en scaphandre, la pression, c'est juste un tiers de la pression atmosphérique, en montant, en descendant. C'est plausible quand même, un accident de décompression sérieux comme ça. Et le classique avant, pour diagnostiquer ça, c'était un rayon X. Là, on va faire, on ne peut pas, on va guesser. La NASA s'est creusé la tête avec des compagnies d'échographie pour dire, y aurait-il moyen de diagnostiquer le pneumothorax par échographie? C'est possible en principe. Puis beaucoup de recherches ont été faites et finalement, oui, on a trouvé. Maintenant, c'est ça le standard dans toutes les urgences du monde entier. Vous avez un accident d'auto, vous dites, j'ai mal là. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne demande pas un rayon X, il prend sa machine d'échographie. Ça, on n'a rien inventé, mais parce qu'on n'avait pas le choix dans l'espace, la nécessité est mère de l'invention, on a développé un protocole, à tout le moins. Fait que c'est un peu ça, cette logique-là pour les soins de santé. C'est pas les agences spatiales qui vont inventer les technologies médicales, mais les besoins c'est comme une version exagérée des besoins médicaux sur Terre. Fait qu'on peut tirer la technologie. Voilà. Est-ce que vous ou un autre a souffert d'une douleur chronique pendant ou après le passage dans la station spatiale et comment vous pouviez le communiquer? Bien, les douleurs, ça fait très mal au dos. Tout le monde a ça. Quand tu arrives à bord, là, parce que ta colonne se déplie, là, à cause qu'il n'y a pas de gravité pour t'écrapour. Fait que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, selon les gens, ça fait vraiment mal au dos à mesure qu'il s'allonge. Puis tu gagnes, moi j'ai gagné 1,5 pouce, quasiment. En revenant, ça fait mal encore. Fait que c'est peut-être ça la pire douleur chronique. Il y a eu des catastrophes dentaires. Aïe, aïe, aïe. Depuis ce temps-là, on a tout un kit dentaire, puis on a tout le cours de base pour arracher des dents. Des douleurs, puis on a, tu sais, c'est une job de col bleu. Tout le monde, ça fait mal, sans arrêt. On mange de l'Advil comme des Smarties. Là. Ouais. Puis l'autre, comment communiquer? Bien, on a, je sais pas, je peux parler de ça un peu, il y a une équipe de médecins au sol qu'on peut appeler pour des conseils. Un peu comme un médecin, on peut appeler un consultant. Ça, c'est quand même très accessible. Mais à mesure qu'on envisage s'éloigner de la Terre, la Lune, Mars, puis quand tu es sur Mars, mettons, selon tu es où là, sur l'orbite par rapport à la Terre, tu as entre 5 et 20 minutes de temps pour la lumière de se déplacer. Fait que c'est plus comme envoyer des emails que de la communication, que du texto. Pourquoi Mars et non Vénus, qui semble plus habitable en haute atmosphère et plus près?
Vénus, je pense qu'il fait trop chaud, puis je pense pas qu'on peut pas se poser. Je n'ai jamais entendu de projet d'envoyer des gens sur Vénus. On dirait que c'est plus facile physiquement d'y aller. Mais Mars, on peut envisager, on sait qu'il y a de la glace, là. S'il y a de la glace et du soleil, on peut faire de l'électrolyse avec de l'électricité, on peut faire de l'hydrogène, de l'oxygène, du carburant, on peut faire de la vie, c'est plausible. Si vous avez vu le film The Martian, là, c'est pas fou tout ça. Y a rien de... Alors, Vénus, bonne question. Pourquoi l'homme Da Vinci sur ton costume à manches? Ah, ouais, sur le scaphandre, c'est le symbole la section à la NASA qui s'occupe des scaphandres. OK. Ouais, EVA branch. Ouais. Et quelle version de Windows roule la station spatiale ou quel OS utilise-t-il? Windows, comme 10 ans en retard. Je ne sais pas lequel c'est, là, mais c'est pas jamais le plus récent. Non. On a commencé à avoir le bureau des astronautes, on est comme tanné de rebooter des machines Windows. Excuse-moi, je trahis ma religion ici. Mais fait qu'on commence à avoir d'autres choses à bord. Mais ouais, c'est un peu ça. La station, elle run sur Unix, des affaires critiques. Unix, comme un avion de ligne là, ou une banque. Là. Ça fonctionne sur Unix. Mais tout ce qui est interface avec l'équipage, la couche User Interface, ça c'est simplement du Windows. Comme ça, c'est à chaque... Parce que les ordinateurs, ça ne vit pas longtemps un ordi dans l'espace. C'est bombardé de rayons cosmiques, puis ça finit tout le temps par détruire les CPU. Fait qu'à chaque quelques mois, on les remplace toutes. Les caméras, même chose. Quand tu es dans l'espace, dans la nuit, là, tu fermes les yeux, là, tu fermes des flashs dans les yeux. C'est des rayons cosmiques qui frappent ta rétine. Fait que c'est très, très néfaste pour l'électronique. Fait que l'électronique spécifique d'espace, c'est comme tout le temps, 4 CPU, 4 lignes en parallèle, bien de la redondance, puis c'est renforcé, mais l'électronique plus cheap, comme un laptop, on prend juste du matériel COTS, commercial off the shelf, puis il faut le changer régulièrement parce que ça ne survit pas. Tout le temps, peut avoir un drôle de bug. Ben voilà. Il y a quelqu'un qui demande si vous pensez qu'une vie extraterrestre est possible. Alors, je suis certain qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Certain. Non, pas certain. Vu le nombre hallucinant d'autres étoiles et le nombre hallucinant de galaxies avec autant d'étoiles que notre galaxie, comme c'est des milliards de milliards de milliards, ça serait vraiment, 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 vraiment incroyable que ce soit ici la seule place où il y a de la vie. Bon, maintenant, la manière que je vois ça, il y a de la vie puis il y a la conscience, comme deux niveaux différents, là. Les civilisations, les consciences, je vois ça un peu comme des bulles, des bulles qui grossissent leur reach dans le temps, mais à un moment donné, l'étoile d'où ils viennent disparaît, la planète d'où ils viennent se fait détruire, ou ils se tapent dessus trop puis ils s'asphyxient. C'est comme si ces bulles-là dans l'univers, je les imagine qu'ils grossissent, mais qui ne se croisent jamais avant d'éclater. Tu comprends? Fait que je serais bien surpris qu'ils soient venus nous voir. Fait que si tu me demandes les ovnis, ça, je suis moins sûr. Personnellement, je trouve ça louche, que c'est tout le temps comme la nuit dans la forêt, juste un gars dans son pick-up. C'est ça qu'ils n'ont pas atterri à Central Park. Effectivement. Il y a quelqu'un qui demande, vu que vous avez parlé de santé mentale, qu'est-ce que vous pensez de l'isolation sur la santé mentale, si ça a un gros effet? Oui. Bien, tu sais, être tout seul, c'est bon à un certain point. Là. On a besoin un peu d'introspection, de solitude, de se concentrer, mais l'être humain la plupart des gens, en tout cas, à moins d'être vraiment un introverti pur, là, la plupart des gens ont besoin d'interaction pour vivre sainement. Mais dans la station, c'est comme, j'avais peur de ça. C'est la seule manière, tu sais, c'est la seule chose pour laquelle personne ne peut t'aider à te préparer. Ce sont des milliers d'ingénieurs là, à nous aider à gérer le système électrique, puis le système la clim, puis la toilette, puis mais s'arranger avec ton propre malaise personnel, puis les relations avec tes collègues, ça, c'est entre nous. Fait que ça, on passait beaucoup de temps à me demander, je vais-tu être capable, je vais-tu capoter? Puis dans le fond, ça prend pas beaucoup de monde, hein? 6 personnes, dans un endroit où tu peux de temps en temps être tout seul, on dirait que tu peux soutenir ça infiniment. Mais il faut vraiment être sensible. Quand quelqu'un a besoin d'être tout seul, il ne faut pas l'achaler. Faut vraiment. Puis ça, c'est pas facile quand tu es vie confinée, de respecter cette possibilité, de garder cette option-là. Puis paradoxalement, pendant 3 mois, on était juste 3. C'était plus tough.
c'est plus tough parce que quand on est juste 3, ben, il y a tout le temps un des 2 autres qui a besoin de compagnie, puis un des 2 autres qui a besoin d'être tout seul, puis tu es comme jamais, toi, Ouais. tout seul. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Ça fait David plaisir. Saint-Jacques. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions.